Transcription. Bienvenue à nouveau dans Horizon avec moi, votre animateur. Horizon est un podcast quotidien sur le macro-Bitcoin et les grands changements de pouvoir qui transforment notre monde. L'émission d'aujourd'hui est le lundi 29 avril et nous allons parler de l'opération Point de strangulation 2.0. La semaine dernière, nous avons observé une grande activité des différentes agences à 3 lettres. Il semblait que l'industrie de la cryptographie faisait peut-être face à une nouvelle vague de répression. Il y a eu la libération de formulaires par l'IRS qui exigerait des déclarations de la part des portefeuilles auto-hébergés et des DEX, ainsi que plusieurs poursuites judiciaires déposées contre la SEC pour contester les excès de réglementation. Les choses ont vraiment pris une tournure dramatique avec l'arrestation des développeurs de Samurai Wallet le mercredi. Les accusations étaient la conspiration pour commettre du blanchiment d'argent et la conspiration pour exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence. Et bien que l'on aurait pu en conclure que cela n'était que la prochaine étape dans la répression des mixeurs cryptographiques, certains craignaient que cela aille beaucoup plus loin. Ces craintes ont été alimentées le jeudi avec la publication par le FBI d'un avertissement aux utilisateurs de crypto-monnaies. L'agence a déclaré qu'elle enquêtait sur les services de transfert d'argent qui enfreignent délibérément la loi ou facilitent sciemment des transactions illégales. Ils ont averti que les utilisateurs risquaient de perdre l'accès à leurs fonds. Le problème est que Samurai était un portefeuille non gardien, ce qui a conduit beaucoup à se demander si cela pourrait être visé. L'avertissement du FBI était-il beaucoup plus large qu'il n'y paraissait à première vue? Lors de l'émission du vendredi avec Scott McCare, j'ai dit que cela commençait à ressembler à la prochaine étape de l'opération Point de strangulation 2.0. Vous vous rappellerez qu'au début de l'année dernière, une série d'agences gouvernementales ont fait pression sur l'industrie financière pour qu'elle débanquise les entreprises de cryptographie. Les politiques n'étaient pas explicites, elles utilisaient plutôt la menace implicite d'un examen réglementaire pour atteindre cet objectif. Cette dernière vague d'actions gouvernementales a une tonalité très similaire et il semble que cette fois, la cible soit l'auto-hébergement et les outils de confidentialité. Le message global semble être que toute entreprise offrant un moyen d'utiliser la cryptographie sans intermédiaire pourrait être la prochaine cible. C'est donc le cadre général de ce dont nous allons parler aujourd'hui, et nous allons commencer par l'affaire Tornado Cash. Le procès pénal contre le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, se profile rapidement comme l'un des procès les plus importants en matière de cryptographie de l'année. Alors que d'autres affaires traitent des questions réglementaires de grande envergure, celle-ci concerne la responsabilité pénale et a le potentiel d'avoir un effet de refroidissement sur les développeurs de la défense. La Cour traite actuellement d'une motion de non-lieu déposée par Storm. Il soutient que Tornado Cash n'a pas la garde des fonds des clients et ne devrait donc pas être soumis aux normes de licence et de conformité imposées aux institutions financières. La réponse du DOJ a fait des vagues dans la communauté juridique de la cryptographie. Ils ont déposé une motion de 111 pages contestant les arguments de base qui sont faits au sujet des protocoles décentralisés de manière plus générale. Le DOJ rejette l'idée que les développeurs de Tornado Cash se contentaient d'écrire du code, soutenant que le service Tornado Cash était une entreprise commerciale réalisée dans un but de profit ou de gain financier, et que le défendeur lui-même tirait profit de ces opérations grâce à son contrôle avec d'autres des composantes clés du service intégré Tornado Cash. R qui effectue directement la transaction sur Ethereum en payant son propre gaz, etc. Ou, si c'est indirect, le nœud RPC est détenu par l'opérateur du portefeuille, pas par l'opérateur de l'application web DeFi. Je considère cela comme une affaire AOR pour le gouvernement, quelle que soit la manière dont il entend la présenter, en particulier pour demander une peine de prison. L'avocat de Consensus, Bill Hughes, a fait remarquer que nous nous éloignons de plus en plus de la clarté juridique, tweetant « le chaos d'avoir des avocats de procès qui définissent la politique ».
Ils sont enclins à faire à peu près n'importe quel argument qu'ils peuvent faire pour gagner l'affaire qui se présente à eux. Les superviseurs ont juste besoin que l'affaire soit suffisamment importante et ils accordent beaucoup de latitude, même en rompant avec la jurisprudence bien établie. C'est pourquoi la stratégie de la SEC consistant à laisser la politique être déterminée par les litiges d'application a été réellement mauvaise pour le pays. Les avocats de procès vont littéralement inventer de nouvelles règles et normes pour gagner et prétendre que cela a toujours été ainsi. Si cette poursuite contre Tornado Cash suggère que le DOJ est sur la même voie, alors ce serait un tournant résolument mauvais. Il y a un sentiment réel que cette poursuite n'est que la pointe de l'iceberg. Le DOJ rejette la compréhension de l'industrie des orientations de FinCEN en 2019, qui ont été utilisées pour construire une infrastructure décentralisée depuis lors. Le problème est qu'une poursuite réussie laisserait l'industrie en plein désert, avec des directives encore moins claires, si les fondateurs veulent rester dans les clous. Le scénario cauchemardesque est que des infrastructures neutres comme les portefeuilles, les nœuds et les validateurs soient obligés de s'enregistrer et d'effectuer la conformité, ce qui serait tout simplement impossible avec la façon dont ces services fonctionnent actuellement. Finalement, sans orientation solide sur lesquelles on peut compter pour éviter aux fondateurs de se retrouver en prison, le risque de développer des protocoles en chaîne augmentera de manière spectaculaire. Et c'est ainsi que l'économie en chaîne est stoppée, non pas par un acte du Congrès, mais par une série de poursuites par des agences non élues. En effet, après l'avertissement du FBI de jeudi, selon lequel les services de transmission d'argent en cryptographie non licenciés sont en cours d'investigation, il y avait le sentiment qu'il pourrait y avoir plus d'arrestations. La répression avait commencé avec Samurai Wallet, un mixeur de Bitcoin non gardien qui n'hésitait pas à courtiser les utilisateurs criminels. Cependant, il y avait le sentiment que n'importe qui pouvait être le prochain. Le FBI avait été extrêmement flou sur les éléments de Samurai qu'il avait rendu cible et comment d'autres projets pourraient éviter l'arrestation. Il n'était pas évident de savoir si les procureurs tireraient la ligne à faciliter délibérément des transactions illicites ou si le simple fait de fournir de la confidentialité en chaîne pouvait faire du portefeuille une cible. Pendant le week-end, plusieurs projets ont décidé qu'ils ne voulaient pas prendre ce risque et ont annoncé qu'ils allaient fermer leurs portes aux utilisateurs américains. Phoenix Wallet et Wasabi Wallet ont tous deux bloqué leurs produits pour les adresses IP basées aux États-Unis et ont retiré leur liste de l'App Store. L'éditeur de Wasabi a écrit, à la lumière de l'annonce récente des autorités américaines, il y a une incertitude sur le fait que les portefeuilles autogardés comme Wasabi Wallet pourraient être considérés comme des transmetteurs d'argent. Bien que nous croyions que Wasabi Wallet est en conformité avec la législation et la réglementation actuelle, nous adoptons une approche conservatrice et avons décidé de ne pas nous exposer à l'incertitude réglementaire des États-Unis. De ce point de vue, cela pourrait ne pas être une grande surprise, étant donné que Wasabi était le nantais à savoir si Tornado Cash agissait en tant que transmetteur d'argent. Le DOJ a souligné l'infrastructure entourant les contrats intelligents, comme l'interface utilisateur et le réseau de relais, soutenant que le service Tornado Cash provoquait toutes ces actions en coulisses et sans aucune autre action de la part du client. Selon le sens ordinaire du terme, le service Tornado Cash transférait des fonds lorsqu'il exécutait des dépôts et des retraits de clients de cette manière. Cette section de l'exposé est particulièrement opaque, le DOJ ouvrant le dictionnaire pour fournir la définition du mot transfert. Une analogie qu'ils ont utilisée était une poêle à frire, transférant la chaleur d'une cuisinière sans avoir besoin de contrôler ce qui est transféré, ce qui me semble honnêtement un peu tiré par les cheveux, mais que sais-je. Le point qu'ils veulent faire valoir est que la législation pertinente n'exige pas de contrôle pour qu'un service soit considéré comme un transmetteur d'argent. Le DOJ fait également référence aux orientations de FinCEN 2019 sur les transmetteurs d'argent dans l'industrie de la cryptographie. Ces orientations ont été largement utilisées dans la conception de systèmes DeFi
qui ne contrôle pas les fonds des utilisateurs, afin d'éviter la nécessité d'une licence. Le DOJ fait remarquer que la section traitant des logiciels d'anonymat ne fait pas référence à l'idée de contrôle. Elle est beaucoup plus axée sur la perception d'une redevance pour le service. Il y a bien sûr beaucoup plus de détails, c'est 111 pages, mais il suffit de dire que la communauté juridique de la cryptographie a été plutôt peu impressionnée par les tactiques exposées par le DOJ. Amanda Tuminelli, la directrice juridique du DeFi Education Fund, a écrit « L'opposition du DOJ à la motion de Roman Storm pour rejeter et supprimer les preuves dans l'affaire Tornado Cash est remplie d'inexactitudes techniques, d'un mépris évident pour la confidentialité et les technologies émergentes et d'une mauvaise application de la loi. L'essentiel de l'opposition est « Regardez notre mise en accusation vraiment longue et détaillée. Elle contient tellement de détails que vous devez prendre ces faits allégués pour vrais. Juge, même s'ils n'ont pas de sens. S'il vous plaît, ne réfléchissez pas trop à cela jusqu'à ce qu'un jury se prononce. » L'une des choses qui ont le moins impressionné Tuminelli était la manière dont le DOJ a traité les mémoires d'amicus qui avaient été déposées par des experts juridiques de l'industrie. Ce type de mémoire est bien sûr destiné à aider le tribunal à comprendre les enjeux juridiques et techniques de l'affaire. Ils sont considérés comme neutres dans cet effort, même lorsque leurs arguments juridiques soutiennent un côté ou l'autre. Tout au long du mémoire, le DOJ se réfère à eux comme les défendeurs, laissant entendre un intérêt à défendre Storm et Tornado Cash. Tuminelli a écrit « Je n'ai jamais vu cela auparavant, et cela doit être destiné à rejeter catégoriquement les arguments bien fondés soulevés par les mémoires. » Le professeur de droit et défenseur de la confidentialité financière G.W. Verrett a été plus direct avec son résumé, tweetant « Ah! Les orientations de FinCEN sur les entreprises de services monétaires ne signifient pas que nous ne pouvons pas vous poursuivre de toute façon. La raison pour laquelle cette affaire est si importante est la menace de poursuite généralisée contre les développeurs de DeFi, même s'ils conçoivent leur protocole en accord avec les orientations. » L'avocat en cryptographie Gabriel Shapiro pense que cette menace pourrait être exagérée, écrivant « Je ne suis pas encore inquiet que Tornado Cash fasse des opérateurs d'applications web dit oui en transmetteurs d'argent. Dans Tornado Cash, cela va dépendre des relais et du token Torn. Les relais faisaient des transactions Ethereum pour les utilisateurs, y compris en payant du gaz. Torn fournissait un intérêt économique dans l'entreprise de relais. Dans la plupart des applications web DeFi, c'est toujours l'utilisateur, principal rival de Samurai en tant qu'outil de confidentialité Bitcoin. Peut-être plus surprenant était Phoenix Wallet, qui est simplement un portefeuille Lightning non gardien qui n'a pas un accent particulier sur la confidentialité. L'éditeur de Phoenix Wallet a écrit « Les annonces récentes des autorités américaines laissent planer un doute sur le fait que les fournisseurs de portefeuilles auto-gardés, les fournisseurs de services Lightning, ou même les nœuds Lightning, pourraient être considérés comme des entreprises de services monétaires et régulées en tant que telles. » Et c'est bien sûr le problème avec tout ce qui se passe en ce moment. En l'absence de directives claires et d'une règle claire et nette, les portefeuilles auto-gardés doivent supposer qu'ils sont à risque et agir en conséquence. Et c'est bien sûr l'idée d'une opération point de strangulation. Le gouvernement n'a pas besoin de prendre la mesure scandaleuse d'interdire l'autogarde, il suffit de rendre la juridiction américaine trop hostile et risquée pour permettre aux portefeuilles auto-hébergés d'y opérer. Certains n'étaient pas contents de Phoenix et pensaient que c'était une réaction excessive. Le PDG de Block, Jack Dorsey, a tweeté « Cela semble complètement inutile ». Le PDG de Strike, Jack Mears, a demandé si les régulateurs avaient demandé à Phoenix de se fermer ou s'ils l'avaient fait de leur propre initiative, mais il n'a reçu aucune réponse. Evan Kudus, le fondateur de Zeus Wallet, a publié une déclaration qui disait « Nous croyons que Zeus suit actuellement la lettre de la loi. Si la loi change et que des jugements sont rendus, nous ferons les ajustements nécessaires. Si Zeus échoue, tous les autres opérateurs de nœuds Lightning sont les prochains. Si les opérateurs de nœuds Lightning échouent, l'autogarde est la prochaine.
c'est la colline sur laquelle il faut mourir, l'autogarde. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez jamais été dans Bitcoin pour les bonnes raisons. Alors, soutenez-nous ou rentrez chez vous. Les générations futures nous observent et comptent sur nous. Maintenant, avec l'industrie en alerte maximale, une annonce du Depository Trust and Clearing Corporation vendredi soir a envoyé Bitcoin Twitter dans une véritable panique. Le DTCC gère le clearing et le règlement pour les marchés financiers, servant de monopole pour la plupart des transactions boursières aux États-Unis. L'organisation a annoncé que, à partir de mardi,